Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique à la une de l'actualité du continent. L'armée malienne de retour dans Kidal, un retour symbolique qui intervient dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et plus largement au Sahel. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre correspondant Serge Daniel. Pourquoi Kalev Matundo a-t-il été interpellé quelques heures à l'aéroport de Kinshasa? L'ancien chef des renseignements congolais et proche de l'ancien président Joseph Kabila dément toute interpellation. Clément Bonnereau l'a contacté pour France 24. Et puis nous vous emmènerons à Dakar dans cette édition où les photos des déchets médicaux sur les plages de la capitale font scandale et ne collent pas vraiment. Vous le verrez avec le programme Sénégal Zéro déchet lancé par le président Macky Sall. C'est un retour symbolique, celui de l'armée malienne dans Kidal. 300 hommes sont donc rentrés dans cette ville sous le contrôle toujours d'anciens rebelles Touaregs. Le retour de l'armée malienne se fait dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et plus largement au Sahel. On va prendre sans plus tarder la direction de Bamako pour y retrouver Serge Daniel. Bonsoir Serge. Je le disais, ce retour dans Kidal, c'est un symbole fort, mais il est également essentiel d'afficher la restauration de l'autorité de l'État malien dans ces zones. Ah oui, tout à fait, c'est un symbole assez fort. Il y a encore quelques mois, c'était inimaginable. Nous étions à Kidal il y a quelques mois et c'était quand même une ville totalement contrôlée par les ex-rebelles. Alors cette fois-ci, sans tirer un seul coup de feu, l'armée malienne reconstituée est arrivée peu avant que la nuit n'enveloppe la ville de Kidal. Ils étaient environ 300, comme vous l'avez dit. Il y avait eu plusieurs symboles. Le premier symbole, c'est qu'ils ont été accueillis par le gouverneur de région, qui est le représentant quand même de l'État, qui était habillé officiellement, d'après les images que nous avons vues. Il y a un deuxième symbole, c'est qu'une fois arrivé, le bataillon de l'armée malienne reconstituée a pris position dans le camp communément appelé camp 1 de Kidal, c'est-à-dire c'est dans ce camp-là que traditionnellement l'armée malienne réside, l'armée malienne contrôle avant les événements. C'était également important. L'autre chose qui a frappé les gens, c'est la présence d'un MINUSMA. L'opération aurait pu être baptisée l'opération casque bleu de l'ONU, parce que sans les casques bleus, l'opération n'aurait pas pu se dérouler. Il y avait autant de casques bleus de l'ONU entre Gao et Kidal que de forces maliennes. Donc le symbole, effectivement, est assez fort. Merci Serge Daniel pour ces précisions depuis Bamako. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ce retour symbolique de l'armée malienne dans la ville de Kidal. Pourquoi Kalev Matundo a-t-il été interpellé plusieurs heures à l'aéroport de Kinshasa mercredi? L'ancien patron des renseignements congolais lui dément avoir été auditionné. On fait justement le point depuis Kinshasa avec Clément Bonnereau. Kalev Matundo a longtemps été l'homme de l'ombre des années Kabila. Très proche de l'ancien président, il a dirigé pendant 8 ans la très redoutée Agence nationale de renseignement. Selon les médias congolais, il aurait donc été interpellé mercredi après-midi à l'aéroport international de Kinshasa, où il revenait d'un séjour en Ouganda. Il a ensuite été auditionné par les membres de son ancien service avant d'être relâché quelques heures plus tard. Mais les motifs de son interpellation restent encore extrêmement flous. Certains médias congolais évoquent des possibles soupçons de complot visant à déstabiliser le pays. Mais Kalev Matundo, que nous avons pu joindre plus tôt dans la journée, nie en bloc. Il explique qu'il s'est rendu en Ouganda avec un ordre de mission du gouvernement et il nie l'idée selon laquelle il aurait été interpellé. Il nous a parlé d'un rendez-vous fixé de longue date avec son successeur. Alors, comment interpréter cette affaire dans laquelle il est si difficile de distinguer le vrai du faux? Nous avons posé la question à un analyste politique. Kalev Matundo est la 4e personnalité de l'ancien régime proche de Joseph Kabila qui a été interpellé par les services d'immigration au niveau de l'aéroport. Je pense que c'est une sorte de démonstration de force des proches de Tshisekedi qui essaient de montrer que c'est eux qui ont la manette du pouvoir et que c'est eux qui décident en ce moment. La présidence, de son côté, n'a pas souhaité faire de commentaires. Même chose pour l'Agence nationale de renseignement, qui ne s'est pas encore exprimée officiellement sur la question. Et d'autres proches de l'ancien président Kabila sont dans la tourmente, cette fois-ci avec la justice européenne. Ils sont 15 proches de Joseph Kabila à être visés par des sanctions pour des violations de droits de l'homme, mais aussi entraves au processus électoral. Eux contestent la légalité de ces mesures restrictives. Le tribunal de l'Union européenne a rejeté jeudi leur recours.
La République démocratique du Congo, toujours les régions du Nord Kivu et de l'Ituri sont toujours en proie d'importantes violences. La ville de Mangina se vide peu à peu de ses habitants. Ils redoutent l'imminence d'attaques des rebelles ADF, les forces démocratiques alliées. Nous vous en parlions hier en Guinée. Après une trêve, les manifestations ont repris contre la tenue du référendum prévu le 1er mars. L'opposition accuse le président Alpha Condé de vouloir modifier la Constitution afin de briquer un 3e mandat consécutif. L'opposition dit également redouter un scrutin truffé d'anomalies. Mais ce jeudi, le président de la commission électorale s'est exprimé. Il affirme que tout se fera dans les meilleures conditions. On l'écoute. Fichier contesté par l'opposition, je n'en ai pas entendu parler. Processus refusé par l'opposition, oui. Fichier, non. Vous savez, tous les fichiers sont sujets à amélioration. Nous aurons par-ci, par-là des petits problèmes, mais essentiellement, sur le standard international, nous sommes bien positionnés. Rentrée politique très perturbée en Afrique du Sud. Le traditionnel discours du chef de l'État a été sérieusement perturbé par l'opposition. Cyril Ramaphosa, que vous voyez à l'écran, s'est exprimé avec 1 heure de retard. C'était le chef de l'opposition que l'on voyait. Le président, lui, s'est exprimé avec 1 heure de retard. Écoutez notre correspondante Caroline Dumais qui a assisté à cette séance pour France 24. La cérémonie d'ouverture du Parlement avait commencé normalement avec un défilé militaire, les 21 coups de canon. Mais à peine entré dans l'hémicycle que les perturbations ont commencé. Le groupe d'extrême gauche minoritaire, le groupe des combattants économiques pour la liberté, les bérets rouges comme on les appelle, ont d'abord demandé que le président, l'ancien président Frédéric de Clercq, qui était dans l'hémicycle, quitte l'Assemblée. Ils considèrent que c'était un président de l'apartheid et ils l'ont traité de meurtrier. Tension raciale, mais tension politique également, puisqu'ils ont aussi demandé le départ du ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan. Pravin Gordhan qui est accusé par la gauche sud-africaine de régler le problème économique des entreprises d'État en faillite par la privatisation et par le licenciement. Donc beaucoup de perturbations pendant cette session. 1 heure plus tard, le président Ramaphosa ne s'était toujours pas exprimé. La séance a été suspendue. Les bérets rouges finalement ont quitté l'hémicycle. Ce que les Sud-Africains retiendront de cette soirée, eh bien, c'est un véritable chaos au sein du Parlement. Les expulsions forcées se poursuivent à Lagos. Les militaires continuent de raser les villages, tirent en l'air pour chasser les habitants. Beaucoup se retrouvent désormais sans abri. De son côté, le gouvernement justifie ces expulsions par les actes de vandalisme, mais aussi les camps de migrants illégaux qui se multiplieraient autour de la ville. Arnold Girard. La maison de Daouda Moussa a été rasée par l'armée nigériane. Comme des centaines d'autres habitants, on ne lui a pas laissé le choix. Ils nous ont chassés dans la lagune avec nos femmes et nos enfants. Ils nous ont dit de plier bagages. Nous n'étions pas au courant de ce qui se passait, nous leur avons demandé de nous laisser du temps et ils ont dit non. Pour les autorités, ces destructions sont une opération anti-criminalité. Le vandalisme des oléoducs qui sévit ici est selon eux dû aux habitants de la région. Ces trous remplis de pétrole sont au centre des tensions. Face à la détresse de ces nouveaux sans-abri, le bras armé de l'État reste ferme. Nous entrons dans la phase de stabilisation et c'est pour assurer le maintien d'une présence adéquate tant sur le front de mer que sur l'île, afin qu'il soit difficile pour ces éléments criminels de mettre pied sur l'île. Plus jamais. Le gouvernement de l'État de Lagos n'a pas commenté les expulsions. Les anciens habitants, eux, se défendent de mener des activités illégales sur le territoire nigérian. Nous sommes des gens qui travaillons dur. Nous sommes le moteur de l'économie. Alors voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des kidnappeurs. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas non plus des mécréants. Et nous ne sommes pas des immigrés clandestins. Nous sommes tous des habitants de Lagos. En 2017, une coalition de communautés a obtenu un jugement du tribunal déclarant que les expulsions sans préavis et les réinstallations étaient cruelles, inhumaines et dégradantes.
Des photos de seringues ou encore de flacons remplis de sang sur les plages du centre-ville de Dakar. Elles font polémique au Sénégal. Elles relancent le débat autour du traitement des déchets médicaux. Un scandale qui ne colle pas vraiment. Vous allez le voir avec le programme Sénégal Zéro Déchet lancé par le président Macky Sall. À Dakar, le reportage de Sarah Sako avec Eliman Dao. Ces photos, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont indigné l'opinion. Riyad nous conduit sur la plage du Cap Manuel, en plein centre-ville, où il a découvert des déchets médicaux. Regardez, vous voyez. Et il y en a comme ça des centaines ou des milliers sur la plage. Des seringues, des tubes de prélèvement, des flacons et même des poches de sang encore pleines. Oh là là, mon Dieu! Les déchets sont simplement jetés depuis la falaise qui surplombe la plage. Du sang comme ça qui se met à rentrer en putréfaction, c'est plein de bactéries, plein de virus. Et donc c'est un danger sanitaire pour toutes les personnes qui fréquentent cette plage et peut-être même pour toute la ville de Dakar aujourd'hui. Une enquête a été ouverte par la section environnement de la gendarmerie pour déterminer les responsabilités. Plusieurs structures de santé se trouvent dans cette zone. Les soupçons se sont rapidement tournés vers l'hôpital public le plus proche. L'établissement est tenu de traiter ces déchets dans cette unité, ainsi que ceux des cliniques privées avec qui il a une convention. Tous les déchets médicaux sont incinérés à partir de cette machine. Et pourtant, l'hôpital reconnaît certains manquements. Certainement, on peut en avoir une petite part de responsabilité, mais nous ne sommes pas seuls dans la zone. Il y a d'autres structures qui sont là. À partir de maintenant, nous sommes vraiment engagés à que cette situation ne se répète plus. Des mesures seront-elles prises après ces dysfonctionnements ? Le gouvernement, qui affiche un objectif zéro déchet et entend faire de la salubrité l'une de ses priorités, n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Cette affaire des déchets médicaux relance en tout cas le débat autour de la gestion des déchets sauvages et dangereux, un défi titanesque pour le Sénégal. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci bien évidemment à l'ensemble des équipes en régie. Reste avec nous, l'info continue sur France 24.